savez que je pleure, quelle salle, ça me pleure. Et quelle ville vous avez de la chance. Vous avez de la chance, nous avons dans la réalité à peu près pour parler, vous savez, j'ai 2 livres dans les réalités que je présente grâce à un ami de mon ami, président de cette société qui organise tant d'années, mon ami Christian Géraud, qui ne veut pas nous écouter, mais tant pis pour nous, je viens avec 2 livres pour vous. Un livre qui est le sujet de votre conférence, ça s'appelle Diplomate venu du froid. Pourquoi? Parce que j'ai eu 3 vies dans la réalité. J'ai eu une très longue vie de diplomate. J'étais dans le complot de Gorbatchev avant qu'il arrive, et après, avec lui, on a fait changer beaucoup de choses. On a sorti de la guerre froide, quand même. Vous savez, je vais vous raconter la période de Gorbatchev. Pour moi, c'est la dernière conversation avec Mitterrand. Je viens, il était mourant, et après, je viens lui faire adieu, pratiquement. Il m'arrête. Il a dit, Vladimir, encore une chose. Gorbatchev n'appartient pas au passé, il appartient à l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on est sorti de guerre froide. Nous avons, vous savez, c'est notre période, finalement. Nous avons changé tellement de choses, et tôt ou tard, il faudra revenir à ça, parce que la principale chose, on a évité la confrontation. On a fini avec la confrontation, et on revient aujourd'hui à quelque chose qui est pire que la guerre froide dans la réalité. Parce que pendant la guerre froide, je veux dire, pendant la guerre froide, il y avait des règles, et il y avait, j'ai participé physiquement comme diplomate, j'ai écrit, j'ai participé à la rédaction d'une vingtaine d'accords dans le domaine des désarmement. Aujourd'hui, aucun de ces accords n'existe. Et en plus, pendant la guerre froide, dans les pires moments, je m'en souviens, il y avait toujours des contacts. Et aujourd'hui, les contacts sont rompus. Il n'y en a plus. Et ça, c'est quelque chose de gravissime. Tout ça, c'est une gestion. Pire que la guerre froide, il y a aussi un aspect, j'ai parlé une fois avec Kissinger aussi. Il m'a dit le plus grave que pendant la guerre froide, il y avait la propagande et il y avait la politique réelle. Aujourd'hui, la politique réelle devient la propagande. Et ça, c'est, je le constater tous les jours. Ça, c'est des choses comme ça. Bref, la première vie très longue avec Gorbatchev, c'était la vie de diplomate. Après, dans la structure de ce livre Diplomate venu du froid, je raconte aussi le moment qui était un moment fatidique pour nous tous. C'est la sortie de la guerre froide et la fin du communisme. Et là, j'étais pendant une année carrément au centre des événements. C'est un court moment de ma vie, mais c'est une année décisive. J'étais cofondateur du premier parti démocratique là-bas, en Russie. Vous savez, j'ai une double origine, j'ai oublié de vous dire, parce que mon père était un très grand Ukrainien, il était un héros de la guerre mondiale, et ma mère était russe. Mais j'ai passé beaucoup d'années là-bas, au Kremlin, et mon regard sur le Kremlin, c'est assez intéressant. Pour ça, bref, une année décisive, et même j'étais porte-parole des antiputschistes. Vous vous souvenez vaguement de Moscou? Là, j'étais carrément au centre des événements. Le char d'Eltsine, ça vous dit quelque chose? Je tiens à vous dire, le char d'Eltsine. Vous savez, je ne voudrais pas ruiner tout de suite ma réputation devant vous, on va en parler, mais à 6 h du matin, Eltsine, j'étais cofondateur de ce parti, Eltsine, il m'a demandé de venir chez lui. On n'était pas nombreux dans la réalité. Gorbatchev était arrêté par les putschistes le 19 août. Et on était 1000 personnes. Vous comprenez, c'était rien du tout. On aurait pu
je ne veux pas ni vous voir cette salle splendide, cette ville splendide. Rien du tout, c'était terminé. Et pour terminer, vous connaissez comment ça se passe. Il y avait 10 bouteilles de vodka. 10 bouteilles de vodka, il prend un verre, un grand verre. Il a dit, nous serons arrêtés dans 10 minutes, alors pour la dernière fois, le verre complètement, vous comprenez, le verre complètement. Et on n'est pas arrêté. Et vous savez, à l'arrivée, vers midi, quand il est monté sur le champ, c'est pour ça qu'il était un peu chancelant. Parce qu'on a bu 2 bouteilles de vodka, chacun. Et on n'était pas excités. Et bref, ça c'était la deuxième partie. Ça me revient parce que, vous savez, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, je me fais des reproches. Franchement, pour moi, ce qui se passe, ce que je regarde, je me fais des reproches parce qu'on a voulu construire un nouveau monde. Et on est arrivé à quelque chose de vraiment abominable. Et détrompez-vous, ça je vais parler vers la fin, on vit maintenant la période peut-être la plus dangereuse de l'histoire depuis la Deuxième Guerre mondiale, et pour être franc tout court, la période la plus dangereuse. Et arrivé à ça, on a voulu construire un nouveau monde, et arrivé à ça, pour moi, c'est un désastre. Je porte, comme j'ai participé à ça, je porte une responsabilité directe. Quand je me réveille la nuit, vous savez, je me fais des reproches. Parce que, vous comprenez, pour nous, pour arriver à ça, il fallait et ça a commencé, je vais vous dire comment a commencé ma carrière littéraire. J'ai fait deuxième vie politique. Et je raconte ça dans ma minute froide, au centre des événements. Et après, ma vie littéraire. Je vais vous dire comment ça a commencé. Quand ça s'est terminé, vous savez, la fin du communisme, une des grandes erreurs, il y a beaucoup d'erreurs de deux côtés d'analyse, qui sont vraiment ce qui me vraiment effraie aujourd'hui, que depuis 2 ans, on a fait des erreurs d'analyse monumentales. Et aujourd'hui, on marche au bord du gouffre. Pendant la guerre froide, on a marché au bord du gouffre, mais le problème là-dedans, que là-bas, les gens qui ont connu la guerre, Eisenhower, Kennedy, ils calculaient ça à 1 millimètre près. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les choses sont... Et parmi les erreurs de ça, il y a une erreur d'interprétation de la fin du communisme. La fin du communisme, je raconte ça en détail, vraiment, il y a dans ce livre, c'est beaucoup de révélations, beaucoup d'anecdotes. Mais anecdotes, c'est, vous savez, ça se lit parfois d'une manière très légère, très amusante. Mais vous devez comprendre que pour moi, c'est les vraies questions que je me pose. Simplement, je raconte d'une manière, pour vous faire plaisir, d'une manière très lisible, vous comprenez. Mais par exemple, la fin du communisme. La fin du communisme, les gens considèrent, par exemple, je parle souvent avec les Américains, j'ai connu les grands, mais Kissinger, il a dit, ou Jean-Paul II, le grand pape, il disait, l'histoire de la fin du communisme, c'est simple, c'est parce que Gorbatchev, il a cessé de tuer, cessé d'utiliser la terreur pour assurer la survie de ça. Les Chinois, ils ont continué avec ça, avec Tiananmen, et ça continue, vous comprenez? Il y avait les erreurs d'interprétation de cette période, comment ça s'est passé, et ça s'est passé devant mes yeux, mais aussi il y a parfois le hasard. Pour vous faire plaisir, je ne raconte jamais ça, mais je vais vous raconter pourquoi vraiment c'est écroulé. Il y avait une histoire splendide. J'aime beaucoup quand les femmes inspirent les grands artistes, les grands hommes politiques, etc. Et une femme a joué un rôle fatidique dans ça. C'était la femme d'un principal putschiste. Vous ne le connaissez pas, il s'appelait ministre de la Défense à l'époque, il était mon adversaire. À l'époque, il s'appelait Yazov,
Cette femme, le 19 août 91, elle a cassé une jambe. Elle était allongée dans l'hôpital du Kremlin, elle allume la télévision, il voit les chars à Moscou. Tout est terminé, c'est comme Tiananmen. Vous comprenez? Et si, mais cette femme, c'était une femme, très belle femme de 50 ans, volontaire, elle éteint la télévision, elle prend le téléphone de couleur ivoire avec les sigles de l'Union soviétique. Elle appelle son chauffeur. Et la voiture ZIL, ça vous rappelle Lincoln des années 50, avec les vitres teintées, qui vient là-bas à l'hôpital du Kremlin. Elle prend sa béquille. Elle va avec sa béquille vers cette voiture et elle part en flèche voir son mari qui est un pilier de putschiste. Ça aurait pu changer l'histoire. Elle entre, comment vous dire, le bureau de ce monsieur, c'est comme cette salle à peu près. Il y avait les maquettes des armes nucléaires, il était ministre de la Défense, quand même, de puissance nucléaire, etc. Et c'était une béquille de Dieu, une phrase extraordinaire. J'ai fait une enquête qu'elle a prononcée. Elle montre une béquille vers le ciel était avec nous. Et il a dit, vieux connard, si tu, je le cite, désolé, si tu tires sur la foule, c'est terminé. Vous comprenez? Et c'était un couple très fusionnel. Lui, il était poète à 16 heures. Il était enfoncé dans sa fauteuil et il dit, ma petite Tatiana de Pouchkine, et c'est, ne t'inquiète pas, les chars sont dans la rue et ils sont sans munitions. Et vous savez, cette petite histoire, c'est une histoire, vous savez, c'est souvent derrière les anecdotes, il y a vraiment la fureur de l'histoire. C'est une histoire presque shakespearienne. Et vous comprenez, dans la réalité, physiquement, le communisme est mort à cause de ce que nous avons. J'étais avec Eltsine, on a connu ça quelques heures plus tard, on a compris que c'était un vrai putsch, et finalement, après, le communisme est terminé. Et après ma troisième vie, c'est la carrière littéraire, ça a commencé en réalité le 21 août. On était déjà dégrisé, après 2 bouteilles de vodka, vers la fin de ça. Et c'était terminé par hasard, je vous dis à cause de Becky, et je demandais à Elsie, vous ne vous souvenez pas, il y a, qu'est-ce qu'on vous allez faire? Il m'a répondu, je vais les nommer milliardaires. Milliardaires. Je dis, oh là là, j'ai risqué ma vie, je faisais tout ça. Pour ça, je suis rarement déprimé. Franchement, peut-être deuxième moment, je ne suis pas déprimé, je suis tellement inquiet aujourd'hui que, mais à l'époque, vraiment, aujourd'hui, deuxième fois, je revis quelque chose pareil. Mais j'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Et bref, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon ami Chirac, il m'a invité au déjeuner, j'ai dit, Chirac, Jacques, il me faut des papiers pour devenir, je voudrais devenir écrivain en France, parce que j'ai quelque chose à raconter. Et toute ma vie, je voulais être écrivain. Il a dit, c'est des bêtises, qu'est-ce que tu racontes? Il faut que tu parles arabe, je vais te caser dans une banque, tu vas gagner du pognon et tout ça. Je dis, non, je voudrais être écrivain, mais il me faut du papier. Et j'ai demandé une carte de 10 ans, et finalement, il est sorti ce jour-là, le passeport français, et je suis devenu maintenant écrivain français. Je suis certainement écrivain d'origine russo-ukrainienne le plus édité en Europe. J'ai fait 55 livres. 55. Napoléon, qui est un livre, je vais dire quelques mots à propos de Napoléon qui est en Russie aussi, parce que c'est un livre essentiel aussi pour moi. Et le livre que j'ai connaissé, vous connaissez tous, c'est 1 million d'exemplaires, c'est le roman de Saint-Pétersbourg. Oui. Tout le monde a lu ça. Mais sinon,
les deux derniers livres sont importants parce que vous comprenez, quand je raconte ma vie, je raconte aussi les complots du Kremlin, je donne aussi les clés pour comprendre la situation d'aujourd'hui. Vous savez, et ça c'est assez important pour moi. Pour Napoléon, qui est sorti avant-hier, pour vous, quand même. Pour Napoléon, face à la Russie, c'est une longue histoire de presque 30 ans, je dirais, avec les archives inédites. Ça se lit encore une fois comme d'une manière très facile, mais derrière il y a une vraie réflexion. Le vrai déclic, c'est lié avec l'analyse de la situation. Vous savez, Napoléon, il a beaucoup réfléchi sur sa campagne en Russie. Pourquoi il n'a pas réussi? Et Napoléon, il faut le dire, il était impitoyable envers lui-même, envers ses erreurs. Et vraiment, le vrai déclic, il a dit 4 choses qu'on n'a pas compris. Et ça, c'est complètement moderne. Tout d'abord, il n'a pas compris le climat. Mais ça, c'est facile. Parce que on lui a dit que ça, c'est facile. Mais ça, c'est aussi, je les connais, évidemment, les Américains et les autres. Vous savez, les conseillers, c'est très, très dangereux. J'étais conseiller quand même en France. Je tiens à vous dire, c'est un métier ingrat et difficile. Parce que dans la réalité, vous devez aller dans le sens du chef, lui faire plaisir, et en même temps, votre devoir, c'était de contredire. Je me souviens, une fois, pendant la crise, il y avait, je n'ai pas le temps, mais je raconte comment l'Allemagne était réunifiée, etc. Et après la réunification d'Allemagne, je me souviens de mon expérience. Les Américains étaient tellement ravis que ça se passe comme ça, c'était la décision vraiment personnelle. Pas du tout au mois de novembre, c'était en mois de juin, je n'ai pas le temps de raconter la vraie histoire. Et après, les Américains, ils ont dit, écoutez, vous faites ça, on fait l'Allemagne réunifiée, mais on ne bougera pas le temps d'un pouce du côté de frontières à l'époque de la Russie. D'un pouce. Et même plus, j'étais présent quand il y avait un très grand secrétaire d'État, ce n'est pas les gens d'aujourd'hui, américain, un banquier, Baker, on ne s'étonnait pas, c'est vraiment un penseur. Vous savez, c'est les gens de l'époque, les Américains, ils ont dit c'est une chance historique, il faut construire un nouveau comme Mitterrand, construire un nouveau monde, trouver l'équilibre, s'occuper des vrais problèmes, mais surtout trouver. Et lui, il était persuadé, il est venu voir ma présence, on ne va pas bouger, on va bouger d'un pouce le temps du côté de la Russie. Mais bref, après, et vous savez que ce que je fais ce jour-là, après cette rencontre, j'ai fait un télégramme adressé à Gorbatchev en disant que vous faites une erreur. Parce que les Américains disent oralement, et qu'ils disaient ça vaut la peine, on a plein de choses qu'on a dit réciproquement d'une manière, et on a respecté toujours les engagements, il faut faire un traité. Et moi, j'étais mécontent, parce que le traité, chose formelle, il croyait, et c'est vrai qu'avec Reagan, par exemple, Reagan, il tenait toujours les paroles. Clinton, jamais. Mais Reagan, toujours. On réfléchit sur les grands présidents, etc. Tout ça. Et ça, c'est-à-dire le métier des gens qui doivent analyser ça, c'est un métier énormément difficile. Et une des erreurs de deux côtés, dans la réalité, quand les gens, ils sortent parfois, je peux vous sortir en flèche ce qu'ils vous ont raconté, mais vous savez, il suffit de cliquer. Une très bonne expérience, faites-le un jour. Revenez à ce qu'ils vous ont raconté
avant, il y a 2 ans. Le truc classique, c'est quand je vais mettre la Russie à genoux. Il y a un ministre français qui a dit